Bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième table ronde de cette journée. Si vous avez raté la première sur l'industrie verte, aucune inquiétude, le replay va être disponible. Et maintenant, on va parler d'un sujet qui déchaîne les passions, la rénovation énergétique. Les enjeux sont importants, c'est un peu le chantier du siècle. On en parle avec nos invités. Alors pour parler rénovation énergétique autour de cette table, nous avons Pascal Housset, président de l'UMG-CCP, Gérard Senior, président de Calibat, Florence Lévin, présidente du groupement des professionnels des certificats d'économie d'énergie, et Simon Yvetot, coordinateur gouvernemental du plan de rénovation énergétique. Alors évidemment, la rénovation énergétique, ça anime les débats. Le gouvernement veut changer d'échelle, clairement. Simon Yvetot, est-ce que vous pourriez revenir sur les évolutions qui nous attendent en 2024 ? Alors, merci. Donc déjà, en premier lieu, effectivement, ce changement d'échelle, comme vous l'évoquez, il trouve ses fondements dans les engagements climatiques de la France. Donc la neutralité carbone en 2050, vous connaissez effectivement ces objectifs. Jusqu'à présent, on avait un dispositif qui a vraiment fait ses preuves avec MaPrimeRénov' par geste, complété des certificats d'économie d'énergie. Et l'objectif, c'est d'aller plus loin, et en particulier de trouver un dispositif qui est plus favorable aux rénovations globales, qui favorise davantage finalement des rénovations qui soient plus ambitieuses. Et donc effectivement, à compter du 1er janvier 2024, les aides sont modifiées. Donc, on conserve d'une part un dispositif MaPrimeRénov' par geste, avec quelques évolutions en matière d'éligibilité, mais on met en place un parcours accompagné qui va permettre effectivement de se focaliser sur des rénovations d'ampleur, aussi bien en maison individuelle, effectivement, que pour des copropriétés ou des logements en appartement. Et par ce dispositif accompagné, comme son nom l'indique, on a finalement l'obligation de passer par un accompagnateur rénov', mais surtout, en face de cela, on a aussi des aides nettement plus incitatives, nettement plus élevées, qui vont permettre aux ménages de déployer des chantiers plus ambitieux, regroupant plus d'entreprises. Et donc, on espère avec aussi une meilleure dynamique en matière de rénovation globale lancée par les ménages. Alors on parle quand même de 200 000 rénovations d'ampleur. C'est triplé quasiment ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Comment on s'y prend ? Alors, on s'y prend précisément, comme je l'évoquais, en fait, en augmentant les taux de financement. Donc dans le nouveau dispositif, et donc je ne vais pas vous présenter la grande matrice avec les mains, parce que ça sera un peu compliqué, mais un ménage très modeste qui rénove une passoire énergétique pourra toucher jusqu'à 90% des montants des travaux dans la limite d'une assiette de travaux de 70 000, ce qui fait donc un montant d'aide maximum de 63 000 euros. Sous les réserves que j'évoquais tout à l'heure, et en particulier, il conviendra que le ménage passe par un accompagnateur rénov' pour pouvoir toucher ce type de montant. Évidemment, ça se décline ensuite selon l'ambition du projet de rénovation. Plus on fait un projet de rénovation qui est ambitieux, et plus on touche des aides élevées, et ça dépend évidemment des revenus de la famille. Si effectivement le ménage gagne plus d'argent, dans ce cas-là, les aides sont amoindries et le système verse un peu moins d'argent. Pour autant, le dispositif, il a vraiment été conçu pour être plus favorable que le précédent et plus favorable que la logique de rénovation par geste qui est en vigueur aussi en parallèle. Au niveau de ces travaux, il faut les artisans pour les effectuer. Pascal Housset, qu'est-ce que la filière pense de cette nouvelle mouture de MaPrimeRénov'? Alors tout d'abord, la filière est bien évidemment très enclin à faire ces rénovations, à s'inscrire dans la rénovation énergétique des bâtiments. Ça, c'est une certitude. Maintenant, c'est vrai que nous avons un certain nombre d'inquiétudes. Les inquiétudes, c'est que nous sommes à la fois, je dirais, optimistes sur les montants qui ont été annoncés. Donc on se dit qu'effectivement, il y a une vraie volonté
d'accompagner et d'aider financièrement les ménages précaires et grands précaires. Maintenant, c'est plutôt dans l'opérationnel où nous sommes plutôt inquiets, l'ensemble de la filière. D'ailleurs, on l'a vu que les dispositifs sur l'année 2023, on a une baisse, hein, notamment si je prends le secteur qui nous intéresse à l'UMCP, notamment les pompes à chaleur. On a une baisse d'activité notable sur ce marché-là qui est de près de 15% si on croise les chiffres de la filière avec les industriels et la distribution en cette fin d'année. Et on n'arrivera pas, bien évidemment, à rattraper ça pour les quelques semaines qui restent. Et en fait, les parcours et tout ce qui a été mis en place, parce qu'aujourd'hui, on est conscient que l'État aussi doit mettre des dispositifs pour lutter contre la fraude massive, hein, qui est constatée, et que nous avons des dossiers qui remontent toutes les semaines là-dessus. Mais on se dit, est-ce qu'il y aura les mêmes difficultés de délai de versement, finalement, à la fois pour bien sûr le maître d'ouvrage, hein, pour le particulier en bout de ligne, et pour les entreprises qui font finalement les avances de ces aides, qui déduisent de leur devis. Et là, on a quand même des travaux qui ont été finis, des chantiers qui sont finis depuis 6 mois, 1 an, malheureusement, où les primes ne sont pas encore versées. Donc là, on a besoin d'avoir vraiment beaucoup d'entreprises pour travailler. Là, on risque de mettre, si je puis dire, à genoux des artisans, des entreprises qui ont voulu bien faire en avançant les montants, et aujourd'hui qui ont des gros problèmes de trésorerie, et on n'a pas malheureusement d'issue à ça, à part être rassuré sur le fait que très rapidement, ces dossiers pourront être bien évidemment réglés. Est-ce qu'il y a évidemment 2 piliers dans cette réforme de MaPrimeRénov', avec le parcours accompagné, où là c'est l'ANA qui va gérer finalement les dossiers C2E et MPR. Est-ce que ça, c'est pas une bonne nouvelle finalement pour la filière qui va se décharger finalement de cette étape ? Alors, ça pourrait être une bonne nouvelle. Par contre, Monsieur Sionvito pourra peut-être nous dire, on a besoin d'avoir un peu plus de visibilité quant au back-office, hein, la structure qui sera en place pour pouvoir gérer ces 200 000 dossiers. Est-ce qu'aujourd'hui, les effectifs sont là ? On a vu qu'il y a eu un report, hein, d'ailleurs, du dispositif. Maintenant, je pense qu'il faut effectivement se donner le temps que ça soit bien structuré, qu'il y ait le nombre de personnes suffisantes pour gérer les dossiers. Quand on voit que pour les C2E, on a quand même des structures comme EDE, ils sont plus de 200 personnes, et parfois ils ont du mal à gérer la volumétrie des dossiers. Et pourtant, c'est des gens qui sont quand même assez bien rodés maintenant au principe. Donc voilà, on espère être rassuré d'ici la fin de l'année sur le mode opératoire, l'engagement des délais, puisque s'il y a des délais de versement de primes dans des délais initiaux qui étaient, rappelons-le, de 5 semaines, hein, si je ne me trompe pas, aujourd'hui, on n'y est pas, dans beaucoup de cas en tout cas. Donc voilà, ça c'est une forte inquiétude que nous avons et qui est remontée par nos entreprises du bâtiment. Simon Yvetot, est-ce que vous avez des précisions à apporter ? Alors, déjà, en premier lieu, comme on l'a évoqué, le dispositif par geste donc est maintenu, évidemment, en 2024. Donc les forfaits vont évoluer un peu. Donc il y a notamment un rehaussement des forfaits pour les pompes à chaleur, ce qui permettra notamment de soutenir la dynamique de décarbonation, puisqu'il y a cet objectif réel de pousser les ménages à finalement mettre en place des systèmes décarbonés. Et c'est bien d'ailleurs l'enjeu de la réforme, d'avoir cette logique de MaPrimeRénov' par geste qui est focalisée pour les maisons individuelles sur la décarbonation. Et donc on espère déjà que par ce dispositif, on puisse maintenir une dynamique de décarbonation qui soit très forte. On a gardé des objectifs très ambitieux sur ce sujet. Et donc évidemment, ça se retranscrit, et on le souhaite, dans les filières professionnelles, auprès des artisans, pour que les artisans puissent effectivement avoir leur carnet de commandes rempli. En parallèle, il y a effectivement, comme ça a été signalé, toujours un risque de fraude. Il y en aura toujours, mais dans le dispositif que nous avons mis en place afin de lutter contre la fraude, donc il y a un plan qui a été annoncé il y a quelques semaines, on a mis en place plusieurs éléments. Premièrement, on a mis en place des contrôles renforcés, ce qui conduit effectivement dans un certain nombre de cas à déclencher des contrôles sur place, alors soit de manière totalement aléatoire, soit sur la base tout simplement de facteurs de risque liés au dossier. Ça conduit inévitablement certains dossiers à devoir attendre que le contrôle sur place ait lieu. Et dans ces cas-là, effectivement, le délai de 5 semaines peut être dépassé, notamment s'il y a une difficulté à contacter le ménage. Et à ma connaissance, il convient à tout prix pour les artisans qui pourraient dans cette situation de bien contacter
la plateforme de l'ANA qui pourra donner des éclairages sur le statut d'avancement des dossiers et donner visibilité aux mandataires concernés quant à l'avancement et au bon traitement des dossiers afin d'identifier éventuellement les points de déblocage qui peuvent y en avoir. Et je pense que c'est un message que je peux faire passer, ne pas hésiter effectivement à prendre attache avec la plateforme de l'ANA pour ce qui concerne les mandataires qui seraient en attente de paiement. Par rapport ensuite à la réforme en tant que telle, et effectivement, le choix a été fait, c'est un choix qui est de privilégier le parcours de l'usager, et donc de mettre en place un guichet unique pour le parcours accompagné. Donc les aides, finalement, qui sont les aides les plus élevées, la décision a été prise effectivement de devoir passer par l'ANA, et l'ANA se charge de valoriser les certificats d'économie d'énergie pour le compte du ménage. Et donc dans cette situation, il y a en premier lieu une vraie simplification pour le ménage, c'est qu'il n'a plus à, d'une part, déposer un dossier auprès de l'ANA et d'autre part, finalement, trouver un délégataire ou un obligé en matière de certificats d'économie d'énergie pour gérer pour son compte les certificats. L'ANA se charge de faire cela. Et effectivement, la manière dont nous l'avons fait, et ce sont les évolutions réglementaires qui sont en cours de finalisation pour le 1er janvier, permet effectivement à l'ANA de mutualiser le travail que l'ANA fait avec le travail de valorisation de certificats d'économie d'énergie. Et donc c'est par ce canal-là et par ces travaux réglementaires que l'on arrive à mettre en place cette mutualisation et qui va permettre effectivement à l'ANA de traiter ces dossiers de la même manière qu'elle traite aujourd'hui les dossiers de rénovation globale. Très bien, par rapport à... Là, c'est vrai qu'il y a une évolution, ça va peut-être obliger les structures à travailler différemment peut-être. Comment ça va s'articuler concrètement, mon accompagnateur Rénov'? Moi, j'ai deux questions en fait. Est-ce que l'accompagnateur Rénov' n'enlève pas un peu cette mission de conseil aux artisans? Et comment s'assurer finalement que les grosses entreprises ne vont pas avoir le monopole de ce marché? Alors, bien entendu, je suis preneur des avis de mes camarades autour de la table. Le dispositif Mon accompagnateur Rénov', on peut le voir comme un assistant à maîtrise d'ouvrage, donc finalement un conseil subventionné par l'État, et un conseil personnalisé à destination du ménage, du bénéficiaire de l'aide. Donc ce n'est pas quelqu'un qui est là pour empêcher l'artisan de faire son travail, bien au contraire. C'est une personne qui est là pour aider le ménage à comprendre ce que les artisans peuvent lui proposer. Et donc je pense au contraire que l'accompagnateur Rénov', il a vraiment vocation à être une personne clé dans le dialogue, dans le choix des projets, parce qu'effectivement, l'accompagnateur Rénov' va pouvoir aider le ménage à décrypter un devis, par exemple, ce qui n'est pas quelque chose de toujours très simple, et va permettre de mettre en valeur les propositions pertinentes que les artisans peuvent faire. Donc ça, c'est le premier point. Le point supplémentaire que je souhaitais indiquer sur mon accompagnateur Rénov', c'est que c'est un dispositif qui n'est pas nouveau, qui est vraiment inspiré de ce qui existait auparavant pour les ménages modestes et les ménages très modestes dans des dispositifs d'aide de l'ANA. Et il y a déjà un grand retour d'expérience sur le fonctionnement de ce dispositif et on est vraiment confiant sur le fait que cette expérience peut être répliquée, peut être élargie. Alors la nouveauté, effectivement, c'est qu'on permet à des opérateurs privés de solliciter un agrément auprès de l'ANA pour devenir mon accompagnateur Rénov'. Et donc ça, c'est un point qui est effectivement nouveau et sur lequel, de notre côté, on souhaite réellement que des entreprises, par exemple des bureaux d'études, des sociétés qui ont un RGE audit, puissent effectivement devenir, s'ils respectent les critères d'éligibilité, puissent solliciter un agrément pour augmenter effectivement le choix des ménages sur la possibilité de recourir à un accompagnateur Rénov'. Donc la condition, c'est que la structure qui porte l'agrément ne soit pas par ailleurs une entreprise de réalisation de travaux. Puisqu'évidemment, ce rôle de conseil auprès du ménage, il a vocation à être indépendant et à apporter au ménage un conseil qui soit neutre pour que le ménage puisse prendre ses décisions par rapport au devis qu'il a pu recevoir. Florence Livin, vous avez peut-être quelque chose à ajouter là-dessus par rapport à cette articulation. Il va y avoir quand même des contrôles pour s'assurer que ce soit vraiment neutre, indépendant.
Oui, vraisemblablement. Moi, je pense que ce qui est important, c'est d'entendre les messages du gouvernement. Et ce premier point sur l'accompagnement, il est directement lié avec la question de la confiance. Je pense qu'on le voit bien, et ce que disait Pascal Housset sur le fait qu'on ait aussi des baisses d'engagement de travaux en 2023 n'est pas neutre. Il y a un mouvement d'attentisme qui est assez fort sur le terrain, avec des signaux contradictoires qui ont pu être envoyés. Alors on peut penser au gaz, par exemple. Un coup c'est interdit, un coup c'est revenu. Là, on voit qu'on a a priori une baisse des forfaits l'an prochain sur le bois, ce qui questionne aussi pas mal. Bon, le fuel, là, on est justement sur une session after fuel, donc je pense que le message est assez clair. Et donc, il y a énormément de questionnements, tant dans la tête des Français qu'au niveau des professionnels de l'écosystème que nous sommes. Et donc, moi, je retiens 3 messages forts déjà de ce que le gouvernement veut nous adresser. Il y en a forcément beaucoup d'autres. Et puis, on ne sait pas encore tout, même si on est déjà au mois de décembre et que la réforme arrive au 1er janvier. On n'a par exemple pas de visibilité sur les forfaits, ce qui questionne aussi en termes de rôle de conseil que nous devons avoir en termes de professionnels. Et donc, ces 3 points très forts que je retiens, c'est en effet ce nouvel entrant qu'est l'accompagnateur Rénov' d'un côté et que va être le DPE de l'autre. Je parlerai plus largement de diagnostic, et par rapport aux artisans, il y a une nouvelle étape dans le parcours de travaux qui va émerger. Et ça, c'est fondamental parce que la logique qui présidait jusqu'à maintenant, où on avait l'artisan qui va voir son client potentiel, engage le devis et ensuite les travaux se font ou pas, ça, c'est un peu reballotté avec la possibilité parfois de le faire, la possibilité de ne pas le faire, la possibilité mais avec une subvention différente d'une autre. Et donc je pense que tous autant que nous sommes, il va falloir qu'on soit extrêmement pédagogique, didactique vis-à-vis des artisans pour ne pas laisser à penser à un moment qu'ils vont donner un conseil que finalement ils ne seront pas en mesure de respecter. Et non pas parce qu'ils auront menti quelque part, mais juste parce que au regard finalement des critères qui reviendront par exemple du DPE, au regard de la situation financière du ménage, finalement l'éligibilité qui était sur le papier initialement envisagée, dans les faits, n'est pas là. Donc, point de vigilance, à mon avis, sur ce premier niveau, et qui doit vraiment insister, finalement, l'écosystème à travailler encore plus ensemble. On l'a dit aussi, on parlait des guichets France Rénov', il y a cette volonté très forte du gouvernement de se dire c'est le point d'entrée d'un ménage qui souhaite faire de la rénovation énergétique. On l'entend, il faut aussi entendre que dans les faits, ce n'est pas le cas. À l'heure actuelle, et d'un récent sondage qui avait été présenté dans une grande manifestation nationale en septembre, le premier réflexe des Français quand ils sont en envie ou besoin de travaux de rénovation énergétique, c'est l'artisan. Et ça reste l'artisan. Donc il y a un moment, une confrontation peut-être entre ce parcours idéal, parfait, imaginé par le gouvernement versus les attentes des Français et ce qui se fait déjà. Donc il faut qu'on arrive collectivement à réconcilier l'ensemble. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, rapidement, c'est la question de, globalement, l'électrification des usages. Et ça, je pense que, on y est tous extrêmement sensibles. On voit qu'on est sur une convergence, des usages, du chauffage. On est sur le génie climatique. On est sur une convergence, un resserrement de plus en plus étroit. On a dit, le fuel, c'est fini. Le gaz, c'est pas fini, mais on sent bien quand même que les belles années sont plutôt derrière. Là, on voit apparaître un peu avec surprise la baisse des forfaits sur le bois. Bon, il ne va pas rester tant de vecteurs énergétiques que ça derrière. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut, je pense, qu'on intègre tous aussi collectivement et de se dire, demain, en effet, on a cette volonté d'électrification. On sait qu'il y a la relance du nucléaire par ailleurs. Donc comment est-ce qu'on s'y prépare? Et puis le dernier point qui est peut-être le plus important, c'est ce qui a déjà été très bien dit, c'est cette volonté de se donner de l'ambition et d'aller vers la rénovation d'ampleur. Sauf que, à l'heure actuelle, la rénovation d'ampleur, c'est plutôt des briques avec des artisans spécialisés, un petit peu silotés, et c'est pas un jugement de ma part, mais avec des spécialisations sur des corps de métier, et donc qui, et c'est très bien, savent travailler ensemble, se regroupent, mais demain la logique c'est de se dire le monogeste tel qu'on le connaissait jusqu'à maintenant, il doit être vraiment limité à la portion congrue. Donc comment est-ce qu'on fait là encore pour
accompagner la filière pour trouver une nouvelle dynamique? Est-ce que c'est des groupements temporaires? Est-ce que c'est des contractants généraux? Est-ce que le MAR va aussi évoluer pour devenir plus qu'un AMO, comme le disait M. Huchetot, mais vraiment un maître d'œuvre qui pourrait aussi venir chapeauter ces travaux? Enfin, il y a énormément de questionnements là-dessus et donc beaucoup d'évolutions. Pascal Housset, une réaction peut-être à ça? Oui, alors deux remarques au complément de propos. D'abord, sur effectivement ce que nous a indiqué Simon Huchetot sur la rénovation telle qu'elle est jusqu'à aujourd'hui. Si je prends moi l'exemple de mon territoire en Seine-et-Marne, ça fait 15 ans qu'on travaille avec des structures comme Solia. Ça marche plutôt bien. Effectivement, de la rénovation globale d'ampleur demain, on le fait déjà. Des entreprises, des artisans qui savent travailler ensemble, on le fait déjà. On parle souvent de ce qui ne va pas, mais finalement, aujourd'hui, si on regarde bien la volonté du gouvernement, c'est de massifier ce qui fonctionne bien, si je résume bien. Donc nous, bien évidemment, on veut pouvoir rentrer dans cette démarche-là, parce que ça fait travailler nos artisans. Mais comme l'a indiqué Florence, il faut faire attention, finalement, qu'on simplifie d'un côté, mais de l'autre, on complexifie. Parce que d'abord, bon, le DPE, déjà, on pourrait parler du DPE, puisqu'il est contestable ou contesté. En tout cas, on voit qu'il n'est pas parfait, ce DPE à aujourd'hui. Il manque des éléments. Par exemple, aujourd'hui, un DPE, si je prends l'exemple d'une pompe à chaleur hybride, gaz, ça n'existe pas dans le DPE, dans les diagnostics. C'est un produit qu'on ne retrouve pas dans les logiciels, alors qu'il est éligible, c'est une solution intéressante dans beaucoup de régions, et on ne le retrouve pas. Dans le mode de calcul, on voit bien aussi quand on le met en comparaison avec d'autres logiciels de bureaux d'études ou autres, on n'arrive pas du tout au même résultat. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une problématique. Donc si déjà on part sur un calcul de départ finalement qui est faussé, tout le reste va être faussé. Et puis n'oublions pas que quand on parle de chauffage, un système de chauffage, quelqu'un qui a une maison en G, qui a une chaudière fuel, sa chaudière tombe en panne en plein hiver. On a des cas en ce moment de choses comme ça. Donc, effectivement, l'installateur, l'artisan, il va questionner effectivement le maître d'ouvrage, savoir est-ce qu'il va faire des travaux, sous quel délai, etc., l'accompagner si nécessaire, ou le flécher vers un accompagnateur qui pourra accompagner les travaux, mais n'en reste pas moins qu'il ne peut pas rester sans chauffage. Donc on ne va pas pouvoir attendre des semaines en plein hiver, s'il y a une famille qui n'a pas de chauffage, pour pouvoir finalement lui dire, écoutez, si vous voulez que je vous remplace votre chauffage, il va falloir attendre qu'on ait tout le processus qui soit fait, et éventuellement on pourra, voilà, est-ce qu'à un moment donné, on pourra avoir un système dérogatoire qui permettra, en cas justifié, hein, bien évidemment, il ne faut pas que ça devienne, le dérogatoire devienne la règle, il faut évidemment être vigilant à ça, mais je pense qu'il faut quand même qu'on ait des outils qui permettent à nos installateurs, parce qu'on est questionné là-dessus dans toutes les régions de France, et notamment là en hiver, en disant, mais demain on fait comment ? Comment l'entreprise peut accompagner son client et s'assurer que la personne ait bien du chauffage et de l'eau chaude dans son domicile. Voilà. Donc il y a encore beaucoup de points, je pense, à regarder de près, alors qu'ils peuvent paraître pratico-pratiques finalement, mais c'est la vraie vie du terrain, donc qui est important aussi à tenir compte. Là, les logements classés F et G, donc ils ont jusqu'à finalement début juillet pour engager les travaux de décarbonation, donc le seul remplacement de système de chauffage. Pour le DPE, ça rentre en vigueur là au 1er janvier. Comme il est contestable, on va dire qu'il y a encore des améliorations à apporter, on n'aurait pas pu peut-être décaler un petit peu la date. Pourquoi ce choix finalement de le mettre en place dès le 1er janvier ? Alors c'est pour moi qui prends la décision. Hein. Non, déjà en premier lieu, sur le diagnostic de performance énergétique, donc il a été réformé en 2021, il y a effectivement un choix qui a été fait en matière de méthode. Donc la méthode de calcul du DPE, elle a précisément vocation à être unique, à être partagée, à s'appliquer de manière homogène pour la totalité des bâtiments et la totalité des logements. Et l'enjeu essentiel, en fait, c'est surtout de s'assurer que les diagnostiqueurs vont effectivement réaliser un diagnostic qui est répétable, qui est aussi indépendant que possible de l'acte de réalisation du diagnostic. Mais en tant que tel, le fait qu'il puisse y avoir plusieurs méthodes de calcul pour calculer des déperditions d'un bâtiment, ça a toujours été le cas. Il y a un choix d'une méthode qui a été fait, il fallait en choisir une, et précisément c'est l'intérêt du diagnostic de performance énergétique, c'est qu'il vient encadrer la méthode, et ce choix a été fait. Alors qu'il puisse y avoir ensuite
le logiciel de tel ou tel fabricant de pompe à chaleur puisse apporter des résultats différents, d'une certaine manière, ça résulte du fait qu'il y a d'autres méthodes de calcul qui peuvent exister, mais réglementairement, celle qui est reconnue, c'est celle du DPE, et c'est d'ailleurs cette méthode-là qui est également retenue pour l'audit énergétique. Donc ce point, je pense, est important à rappeler parce que la méthode en tant que telle n'est pas à proprement parler le point de faiblesse du diagnostic. Pour ce qui est des différents points qui ont été mentionnés, moi je souhaiterais rebondir sur l'enjeu finalement de la filière en tant que telle. Effectivement, en mettant en avant les rénovations d'ampleur et en invitant les ménages à aller plus loin dans ces rénovations, il y a une forme effectivement de défi collectif qui est de réussir à déployer des chantiers avec effectivement des besoins de coordination, des besoins de travailler en groupement, des besoins de travailler ensemble. Nous ne sommes pas là pour imposer un mode de fonctionnement ou un mode de contrat particulier vis-à-vis des ménages ou vis-à-vis des entreprises. Il est tout à fait normal qu'il y ait une libre organisation aussi des secteurs d'activité. On n'est pas là pour tout réglementer. Et il y a effectivement plusieurs solutions qui peuvent exister. Et je pense que la réalité du terrain nous indiquera aussi quelles sont les tendances fortes et quels sont les schémas que les ménages préfèrent, quels sont les schémas que les artisans aussi préfèrent, en fonction parfois aussi de spécificités locales. Et donc effectivement, parmi les schémas possibles, donc, des groupements, contractants en général, il y a la possibilité de recourir à un maître d'œuvre. Et à ce titre, effectivement, la mission de MAR, c'est comme ça qu'on a rédigé la chose, est compatible avec une mission de maîtrise d'œuvre. Autrement dit, je prends un exemple un peu classique, un architecte qui a l'habitude de réaliser des travaux des contrats de type maîtrise d'œuvre peut également solliciter un agrément et peut également réaliser la mission d'accompagnement au titre de mon accompagnateur rénov', simplement une exigence d'avoir des contrats strictement séparés pour bien identifier qu'est-ce qui est du ressort de la mission dite MAR versus ce qui est du ressort de la mission de maîtrise d'œuvre. En tout cas, ces points sont des points, je pense, importants et de nombreux artisans RGE attendent effectivement de comprendre comment ils pourront se positionner dans ces périmètres de travaux. Gérard Senior, en parlant de RGE, évidemment, vous êtes au cœur de cette stratégie aussi, puisqu'il faut être RGE pour faire bénéficier les aides aux clients. On parle souvent du nombre d'entreprises labellisées qui est en baisse. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Est-ce que c'est vraiment dramatique ou est-ce que c'est juste une tendance, mais ça devrait repartir? Qualibat, c'est un organisme de qualification. Lorsque l'État a mis en place sa politique de rénovation en disant il va falloir que je choisisse des entreprises qui sont à même de pouvoir faire ces travaux, il faut que j'ai confiance dans ces entreprises, il s'est tourné vers les organismes de qualification. On n'est pas les seuls, il y a aussi Quali-TENR, il y a Qualifelec, il y a Qualisport pour les autres. Et tous ces organismes-là, on est là pour répondre à ce besoin. Qu'est-ce qu'on a, nous, chez Qualibat? On donne une confiance aux acteurs depuis 1949. Au moment de la reconstruction de la France, Qualibat s'est créé justement pour savoir quelles étaient les entreprises capables de faire. Ensuite, la politique de l'État en disant on se tourne vers vous, nous, on n'est pas des recruteurs. Nous, on est là pour dire, on sélectionne les entreprises, celles-ci sont compétentes, elles sont en ordre du point de vue assurantiel, elles sont en ordre du point de vue de l'administration, donc elles payent leurs impôts, elles sont en régularité URSSAF, etc. Et ce sont des entreprises de bâtiment. Ça, c'est un élément important. À Qualibat, on n'accepte que des entreprises de bâtiment. Ça veut dire que toutes les sociétés commerciales qui se créent aujourd'hui, parce que y a un marché qui s'ouvre, qui vont être des plateformes de distribution qui se mettent entre le client final et l'artisan, nous, on n'accepte pas ces organisations. Parce que c'est là qu'on va trouver aussi un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas tout à fait rigoureux sur les pratiques commerciales, et donc on les filtre à l'entrée. Voilà. Ça, ensuite, sur le nombre, je dirais que tout est prêt. Nous, on est passé de 15 000 entreprises à 70 000 au moment du RGE.
Et on a dimensionné l'outil qu'est Qualibat pour pouvoir traiter ça. Et on les a traités, y compris pendant la période de Covid. Donc Qualibat a toujours été ouvert. Et on a toujours traité les dossiers. On n'a jamais défavorisé les entreprises. Donc on fait notre travail. Après, il faut donner aussi aux entreprises, parce que c'est des entreprises, une lisibilité sur le marché. Avec des annonces contradictoires, on perd des gaziers. On a perdu des gaziers, c'est clair. Et donc, parce que le gars, il a investi, il s'est formé, il a acheté du matériel et il pensait pouvoir, et puis en définitive, pouvoir installer des chaudières, et puis on lui dit, non, c'est fini. Donc, il ne renouvelle pas sa qualification. Donc, il faut avoir une stabilité, parce que c'est des entreprises commerciales, forcément. Ensuite, je peux parler aussi de l'accompagnateur Rénov'. Moi, je suis architecte et je représente le syndicat des architectes au sein de Qualibat. Et lorsque la discussion a eu lieu au Conseil supérieur de la construction, eh bien, on a dit, oui, les architectes, c'est exactement ce travail-là. On est les conseils du maître d'ouvrage. On est aussi, on sait coordonner des entreprises. Donc, c'est vrai que les architectes sont tout à fait à même de pouvoir jouer ce rôle. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est quand il n'y aura pas d'architecte ou de bureau d'études, parce qu'il faut penser à nos amis bureaux d'études qui peuvent aussi faire de la maîtrise d'œuvre. Lorsqu'il n'y aura pas cet élément essentiel, à la fois sur le diagnostic et ensuite la prescription, qui va le faire? Est-ce que c'est l'accompagnateur Rénov'? Est-ce qu'il a la responsabilité derrière? Est-ce qu'il a la couverture d'assurance pour ça? Je ne suis pas sûr. Donc à un moment donné, on risque d'avoir des sinistres. Parce que les gens vont se retourner, l'artisan va dire l'accompagnateur Rénov' m'a dit de faire ça, j'ai fait ça. Voilà. Donc ça, c'est un sujet, à mon avis, qu'il faut quand même discuter sur ne pas créer de la pathologie de demain. C'est intéressant ce que vous dites là par rapport à comment ça va s'articuler. Simon Husteau, est-ce que vous avez une réponse à apporter à Gérard Senior sur ce point? Alors sur ce point en particulier, je pense qu'on a précisément le retour d'expérience des structures d'accompagnement historique qui ont pu tester effectivement ce positionnement qui est un conseil auprès du ménage, qui ne se substitue pas effectivement à la responsabilité de tout un chacun dans l'exercice des travaux, donc qui ne prend pas de responsabilité en matière de maîtrise d'œuvre. Donc les cas que vous reportez, il y en a certainement eu, ils sont quand même vraiment très rares. Et je pense qu'on aura une phase d'apprentissage et on saura aussi donner les bonnes recommandations auprès des structures pour gérer des situations qui pourraient se présenter. Mais je pense qu'il y a un enjeu essentiel à court terme de mon point de vue, qui est de faire en sorte effectivement que des projets, ça a été évoqué l'attentisme de cette fin d'année 2023, des projets qui sont effectivement en ce moment dans les tuyaux, qui sont un peu en attente, que ces projets puissent finalement aboutir dans les prochaines semaines, puissent se mettre en adéquation avec le nouveau dispositif. Ça donne aussi peut-être un peu de temps supplémentaire pour bien construire ces projets. Et le sens de la réforme, c'est quand même d'inviter à prendre ce temps de préparation. Et donc le fait de mettre en place l'accompagnateur Rénov' va aussi permettre de donner ce temps au ménage de conseils dans lequel le ménage sera aussi mieux éclairé sur le choix des entreprises. Bien souvent, quand des problèmes d'interface peuvent intervenir, il peut y avoir des problèmes purs liés à la coordination. Mais bien souvent, on a aussi peut-être des choix trop rapides qui ont pu être faits, ou bien peut-être aussi un mauvais dialogue qui aurait pu s'installer, ou une mauvaise compréhension entre les personnes. L'accompagnateur Rénov', même s'il n'a pas de responsabilité en matière de coordination de travaux, il va aussi faciliter le dialogue entre l'entreprise et le ménage pour aider à limiter ces situations de risque. Donc c'est en ça que le dispositif vient quand même renforcer et améliorer la confiance que les ménages pourraient avoir dans ce lancement de grands projets, puisque effectivement pour les ménages, rénover de manière intégrale sa maison ou le faire éventuellement en 2 étapes, ça reste un grand projet de vie, ça reste un projet lié au patrimoine qu'ils ont, et donc ils ont besoin de se faire aider pour cela. Je peux parler de l'offre encore aujourd'hui. Au 1er janvier 2024, l'idéal c'est l'offre globale, c'est ce que disait Florence Liévin. C'est vrai que quelqu'un qui dit voilà, je prends votre problème, je sais comment, je fais le diagnostic et je vais chercher les entreprises et je vous dis voilà, je vous livrerai tel type de rénovation en prenant plusieurs gestes, c'est l'avenir.
c'est l'avenir, il faut le structurer, cette offre globale, il faut lui redonner un peu de peps parce qu'elle a été abandonnée dans la politique de l'État. Donc et ça, c'est des acteurs qui existent, mais il n'y en a pas suffisamment. Bon, cette offre-là, il faut la stimuler. Ensuite, au niveau des assurances, bien, on a des gens qui sont capables de faire ça. Hein. Les constructeurs de maisons individuelles, ils savent construire du neuf, ils vont se mettre forcément à la rénovation parce que ils ont le contact client, ils savent coordonner des entreprises, ils savent trouver un conducteur de chantier. La difficulté, c'est que c'est pas la même chose de construire du neuf et d'intervenir sur une maison occupée. Mais ça, c'est la montée en compétence, c'est pas un problème. Donc il faut stimuler ça. Ensuite, si on veut démarrer au 1er janvier 2024, il faut peut-être considérer que aujourd'hui, cette offre-là, elle n'est pas structurée suffisamment et qu'il faut peut-être penser que ceux qui ont été aidés avec des gestes antérieurement, qui ont été aidés, ceux-là, ils se sont aventurés déjà dans un parcours de rénovation. Et il faut considérer que les gestes suivants qui vont être ou d'intervenir sur l'enveloppe ou sur les systèmes, eh bien, ça fait partie du parcours d'une rénovation d'ampleur. Et là, on va pouvoir démarrer tout de suite avec des artisans qui sont sectorisés, c'est vrai, mais qui aujourd'hui peuvent, du fait justement de cet itinéraire qui pourrait être pris en compte par la prime rénov sur les rénovations d'ampleur, pouvoir faire démarrer cette même PR. C'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de cette rénovation globale par étapes. On en parlait beaucoup même à RenoDays. Là, c'est un petit peu moins dans les discours. Pascal Housset, vous avez une opinion là-dessus, sur ce choix? Oui, je pense qu'il est important, passez-moi l'expression, mais d'embarquer davantage le maître d'ouvrage dans l'histoire qu'on va raconter de la rénovation de sa maison. En fait, on parle beaucoup pour le maître d'ouvrage et on ne parle pas assez avec le maître d'ouvrage. Et c'est vrai, je rejoins complètement les propos de Gérard en faisant le comparatif avec une maison neuve. Lorsque vous avez un constructeur, vous savez qu'on a aussi Pôle Habitat, nous au sein de notre Fédération Française du Bâtiment, qui ont cette expertise et qui sont effectivement en train de muter aussi pour développer des départements de rénovation. Moi j'ai le cas dans ma région Seine-et-Marne, j'ai des constructeurs de maisons individuelles historiques qui sont là depuis une 50aine d'années, qui ont muté un département, qui ont réorganisé leur société pour pouvoir répondre à cette demande en local avec l'expertise. Et quand je parle de la relation avec le maître d'ouvrage, c'est-à-dire qu'un constructeur, il amène une relation effectivement de confiance, mais aussi il est dans la proposition. Il est capable de faire des plans, des schémas, d'imager un peu le projet. Maintenant, je pense qu'il faut aussi, dans ces dispositifs-là, effectivement, que les artisans soient au cœur du réacteur, si je puis dire. Et l'inquiétude que nous avons, puisque c'est une petite musique qu'on a, mais peut-être Simon Fteau pourra nous donner peut-être la réponse, c'est qu'on nous parle, à un moment donné, sur rénovation d'ampleur, d'un RIB unique. Donc, qui dit RIB unique, ça veut dire une société qui chapeaute l'ensemble, qui sous-traite, pour le coup. Après, quid des compétences assurantielles sur le sujet ? Nous, clairement, en tout cas, côté FFB, on s'oppose à ça, puisqu'on veut justement laisser le choix. S'il y a une structure, parce que le projet est d'ampleur plus, et ça nécessite peut-être une structure différente. Par contre, si c'est une rénovation d'ampleur, comme on le fait déjà aujourd'hui, avec des artisans qui travaillent ensemble, et là aujourd'hui on a des artisans qui commencent à se regrouper, à formaliser en travaillant avec nos juristes de la FFB pour faire des groupements efficients, efficaces, mais qui chaque individuellement factureront, et au niveau administratif, chaque lot sera bien indépendant l'un de l'autre, ce qui permet au niveau assurantiel de couvrir les prestations de chacun, avec chacun leur qualification qu'ils ont bien sûr. Rapidement, un autre point sur l'aspect toujours un peu financier, parce que c'est quand même le nerf de la guerre. On a un outil qui est extraordinaire et dont on ne parle pas assez, à mon goût, et qui est peu utilisé ou pas assez, c'est l'éco-PTZ, le prêt à taux zéro. D'ailleurs, souvent, dans le bâtiment, il y a eu confusion entre le PTZ dans le neuf et le PTZ de l'éco-PTZ dans la rénovation. Moi, je parle bien de l'éco-PTZ dans la rénovation. C'est un formidable outil parce qu'il permet de financer bien souvent une bonne partie du poste client. On a toujours beaucoup encore d'organismes bancaires
qui traînent la patte pour le proposer parce qu'ils sont peu rémunérés là-dessus, etc. Ils sont peu intéressés. Par contre, quand on prépare bien les documents, les formulaires qui vont bien, que l'entreprise prépare en amont, ça se passe plutôt pas mal. Mais aujourd'hui, nous n'avons toujours pas une réponse. On l'a fait auprès de Bercy il y a à peu près 15 jours, auprès de Mme Claire Durieux, mais on n'a pas de retour pour l'instant. C'est quid de la réévaluation de ce éco-PTZ qui n'a pas été révisé au niveau de ses montants depuis des années. Et on sait qu'il va perdurer jusqu'à la fin du quinquennat et on s'en réjouit. Mais par contre, on aurait souhaité qu'il puisse être revalorisé. Parce que ça veut dire qu'on a un outil qui permettrait effectivement de financer une bonne part des travaux. Ça rassurerait aussi les artisans de savoir que quand ce poste travaux il est financé, on sait que derrière les fonds sont là, ça permet de faire en sorte là aussi d'assurer que la trésorerie des artisans sera aussi, à partir du moment où les travaux sont bien respectés dans les délais, etc., que ça fonctionne. Donc ça, si on peut avoir effectivement des retours sur ce dossier-là, on en serait ravis parce qu'on est questionné régulièrement partout en France sur ce sujet et on n'a pas de réponse pour l'instant. Au niveau des dispositifs, c'est vrai qu'il y en a plusieurs pour diminuer le reste à charge. Florence Livin, vous pouvez peut-être revenir un petit peu sur les aides existantes et comment finalement l'artisan peut aussi porter cette voix et puis dire aux ménages, engagez-vous, il y a des aides pour vos travaux. Tout à fait, oui, on en a parlé, des aides qui sont substantielles puisqu'elles se chiffrent en plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Peut-être un point à mentionner pendant qu'on a pas mal d'auditeurs avec nous, la question du 1 euro. Je pense que ça a fait énormément de mal. Finalement, ça partait d'une bonne idée, peut-être d'une bonne intention, et ça a été malheureusement complètement dévoyé, détourné, et il y a une forme de traumatisme qui est resté depuis, traumatisme pour la filière en tout cas, et côté des ménages, là aussi une forme d'attentisme, puisque certains nous disent encore, moi j'attends le retour du 1 euro, ou pourquoi est-ce que je vais aller chercher, souscrire un prêt, même s'il est à taux zéro pendant des années, alors que par ailleurs on a encore du 1 euro. Et on le voit aussi sur Internet. Ce fameux 1 euro, ça rejoint malheureusement la question de la fraude qui a été évoquée depuis tout à l'heure, où on a un certain nombre de structures qui ne sont pas clairement bienveillantes, qui se débrouillent pour organiser des montages dont on taira le nom, pour en effet arriver à des restes à charge nuls ou quasi nuls. Alors ça peut passer par des choses extrêmement exotiques, on en parlait juste avant en coulisses, avec l'installation par exemple de 2 voire 3 pompes à chaleur dans un même logement, pour bénéficier des primes associées et permettre ainsi comme ça, sur un logement de grande surface, d'avoir autant de primes qu'il y a d'équipements, versus d'installer correctement une seule et même installation. Et là, c'est un point aussi qui est très important. Je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait de quiproquos, de mal-donne. Là, on ne se parle pas de la filière de l'artisanat au sens large et même de l'écosystème de la rénovation tel que nous le représentons aujourd'hui. Je pense qu'on a tous cette conscience, en tout cas en tant que professionnels, que c'est constitué en parallèle une véritable filière de l'éco-délinquance de la rénovation énergétique. Et c'est une filière en bande organisée qu'il est extrêmement difficile d'aller démanteler parce que ce sont des professionnels, des filous professionnels. Et donc, voilà, mon message c'était attention, extrême vigilance dès lors qu'on vous proposerait une offre sur laquelle vous auriez un reste à charge minime. C'est possible dans certains cas, Monsieur Hufto l'a rappelé, quand on sera sur des ménages très modestes qui viseront des travaux de rénovation d'ampleur et dans lesquels, en complément des aides de l'ANA qui embarque elle-même les C2E, on aura des aides locales. Là, en effet, on peut aller cibler le 100%. En dehors de ce cas précis, non. Par rapport aux audits, je vous ai entendu dire que c'était peut-être la nouvelle porte d'entrée de ces entreprises un petit peu frauduleuses. Donc Qualibat est encore en amont en fait de tout ça et après, il faut le souligner, en général les pros travaillent très très bien. Si vous pouviez revenir un petit peu là-dessus. Je vais dire d'abord qu'ils travaillent bien. Oui. Donc les entreprises que nous avons, donc on a 55 000 entreprises, 45 000 RGE, on fait 18 000 audits par an. Sur 18 000 audits, on a 83% d'audits sans non-conformité. On en a 9% avec des non-conformités mineures qui sont levées, parce qu'il y a une obligation. Donc on est à 92%. Après le reste, on a les éco-délinquants, qu'on piste aussi. On en a régulièrement en commission supérieure que je préside et on les vire, et elles nous attaquent. Et
Ensuite, on a des mauvais. Aujourd'hui, on sort 5000 entreprises à peu près par an, parce qu'elles ne sont pas capables. Tout le monde ne peut pas être Qualibat, c'est vrai. Et c'est ce qu'on est venu chercher. C'est instaurer un climat de confiance dans l'écosystème du bâtiment. Et c'est encore plus important, compte tenu de la politique massive qui s'annonce. Ensuite, vous m'avez posé 2 questions. La première question, c'était sur les audits énergétiques. Oui, sur les audits énergétiques, c'est le point d'entrée des nouveaux éco-délinquants. Pourquoi? Eh bien, ils font un audit énergétique à bas coût, parfois même par correspondance, et ensuite, ils mettent le pied dans la porte pour faire les travaux derrière. Donc là, aujourd'hui, à Qualibat, notre chef de service qui m'a renseigné encore hier, c'est 85% des dossiers qui sont refusés. Parce que justement, des fois, on a même des dossiers où on a une sortie du logiciel d'audit énergétique non remplie. Mais uniquement, c'est imprimé, comme si on avait imprimé, et puis on le rend comme ça dans les dossiers de demande de qualification. On va loin. Je reviens sur la qualité, sur l'offre globale. Sur l'offre globale, on a une qualification d'entreprise offre globale, et on a une certification. Dans cette certification, on a justement les constructeurs de maisons individuelles, dont Pôle Habitat est dedans, et d'autre part, on a les architecteurs, qui sont des contractants généraux, qui font justement, qu'est-ce que c'est qu'un contractant général? C'est quelqu'un qui n'a pas d'ouvrier, mais qui va prendre un certain nombre d'entreprises pour offrir un produit final qui est la rénovation de la maison ou de la copropriété d'ailleurs, et qui va offrir ça en disant, voilà, je m'occupe de tout, de la conception et de la réalisation. Et donc là, ces deux pôles, à la fois dans qualité, dans l'offre globale entreprise, qui elles ils vont faire un corps d'État parmi l'ensemble, mais qui peuvent offrir vis-à-vis du client une offre sur l'ensemble de la rénovation, et qui vont pouvoir apporter une rénovation d'ampleur qu'on pourrait qualifier d'intéressante dans le cadre du dispositif. Alors, on va devoir passer aux questions-réponses, mais juste avant, Simon Hufetot, si vous pouviez revenir un petit peu sur la MICAF. C'est important d'en parler parce qu'il y a ce plan de lutte contre la fraude qui a été lancé. Donc en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a d'autres choses sur lesquelles je souhaiterais revenir. Je ne vais pas rebondir sur tout, mais juste pour rappeler quelques éléments. Donc je vais revenir sur l'éco-PTZ en un instant. Donc l'éco-PTZ, effectivement, est un dispositif qui permet aux ménages de financer leur reste à charge, donc ce qu'il reste à payer après avoir reçu les aides. Ce qu'on a mis en place finalement là, dès début 2024, c'est ce qu'on appelle le couplage de l'éco-PTZ avec MaPrimeRénov', y compris MaPrimeRénov' nouvelle formule. Ce qui signifie que quand le ménage reçoit l'accord de l'ANA sur le principe d'engagement de l'aide, donc c'est la première étape de demande qui est faite auprès de l'ANA, quand le ménage reçoit cela, il vient auprès de la banque avec le document de l'ANA, et la banque ne réinstruit pas le dossier, et en tout cas ne réinstruit pas la partie relative aux travaux. La banque ne se positionnera que sur la partie, on va dire, d'endettement du ménage, et pourra donc distribuer l'éco-PTZ de manière simplifiée. Et ça aussi, c'est un élément de simplification du parcours qui est vraiment très fort, et en particulier sur les rénovations d'ampleur, on a la possibilité de simplifier fortement le parcours, puisqu'on a à la fois donc, le guichet unique pour MPR et les C2E, et on a aussi le couplage avec l'éco-PTZ. Sur peut-être un autre point en lien avec ça que j'ai oublié de mentionner, à noter aussi que le dispositif que l'on met en place au 1er janvier 2024 est nettement plus favorable pour tout ce qui est gestion des avances et des acomptes. Donc si une entreprise veut faire notamment une facture intermédiaire, le ménage a la possibilité de solliciter une partie de l'aide au regard de ce que la facture donnée par l'artisan. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même important, que l'on vient aussi développer de manière plus généralisée à compter de 2024. Et effectivement, sans paraphraser d'expression, quand ça ne coûte qu'un sou, c'est qu'il y a un loup, très concrètement. Et donc, on a encore un certain nombre d'entreprises, et au-delà des entreprises, surtout, on a encore un certain nombre de réseaux organisés qui s'appuient sur souvent de la fausse sous-traitance, ou de la sous-traitance qui n'est d'ailleurs pas RGE,
donc avec des systèmes finalement de prête-nom permettant quand même d'apparaître comme étant RGE, avec des systèmes d'usurpation d'identité d'entreprise. Donc ces systèmes existent. Et donc, il y a un certain nombre d'actions qui ont été prises à ce titre-là. La première des actions, désolé, mais au risque de me répéter, c'est à nouveau le changement du dispositif d'aide lui-même. Le fait d'avoir supprimé la barre TH164 pour la désigner, donc, qui est la rénovation globale préexistante en matière de certificat d'économie d'énergie, qui se basait notamment sur une formule donnant finalement un montant en euros directement proportionnel aux surfaces de l'audit ou directement proportionnel en fait aux déperditions de l'audit. On a mis un terme à ce dispositif. C'était une catastrophe, ça c'est sûr. Et le nouveau dispositif d'aide, je le rappelle, le montant est calculé en pourcentage des travaux. Donc certes, l'audit intervient encore comme étant le parcours, la recommandation donnée aux ménages en termes de travaux à réaliser, mais il n'y a plus d'équation liant le montant avec les résultats de l'audit. Et ça, c'est un changement assez crucial dans la politique publique pour lutter contre la fraude. Cependant, effectivement, on a conscience du fait que la fraude continuera d'exister, quoi qu'il arrive, et on a un besoin de lutter contre les organisations frauduleuses qui s'attaquent en particulier aux ménages les plus fragiles, qui peuvent cumuler un certain nombre de schémas de fraude. On parle également d'entreprises qui vont faire signer des crédits de manière cachée aux ménages. Donc, face à cela, nous avions jusqu'à présent une coordination qui existait, qui était focalisée en fait sur les équipes d'enquête. Donc police nationale, gendarmerie nationale. Ce groupe va continuer bien entendu de travailler et on va continuer de dialoguer en direct entre l'ANA, le PNC2E et puis ces groupes d'enquête. En parallèle, on met en place effectivement avec la MICAF, donc c'est la mission interministérielle de lutte contre la fraude qui rapporte directement au ministre des Comptes publics, on met en place une coordination élargie qui inclura également en fait les différents services du ministère de la Justice et qui permettra notamment de renforcer notre coopération en matière de partage de données, donc pour faciliter le partage de données entre administrations, mais également de mettre en place des stratégies d'action face aux réseaux que l'on pourrait identifier ou qui pourraient être justement identifiés dans ce que l'on observe. Donc le but, c'est que la montée en puissance de ce réseau nous aide à lutter un peu structurellement contre ces réseaux et que l'on puisse mettre en place des moyens, alors qui sont bien entendu en dehors du ministère auquel j'appartiens, donc des moyens effectivement en enquête, mais des moyens aussi en termes de stratégie judiciaire pour aller chercher les responsables de ces réseaux. Très bien, merci. On va passer aux questions des internautes. Oui, alors nous avons une question de Pascal. Les délégataires diffusent et accompagnent les opérations auprès des maîtres d'ouvrage, mais comment l'Agence nationale de l'habitat va assurer ce rôle ? Florence, peut-être sur la première partie de la question. Oui, en effet, on a ce rôle d'accompagnement historique, y compris sur la partie financière, puisqu'on réalise cette question de l'avance. Et j'entends tout à fait ce qu'a dit Simon Hufetot en disant on est dans un changement un peu d'échelle et de paradigme en permettant à l'ANA de venir coupler les C2E et MPR. Oui, c'est vrai, sauf que ça existait là aussi déjà sur le terrain et c'est ce que faisait la très grande majorité des délégataires qui étaient par ailleurs mandataires financiers et administratifs pour le compte de l'ANA. Alors on n'a sûrement pas l'envergure en effet que va avoir l'ANA, mais gardons en tête que ça existait. Comment est-ce que l'ANA va faire demain ? J'aurais tendance à dire qu'elle fera, j'espère, ni moins bien, mais malheureusement ni mieux que nous. Donc vigilance aussi en tout ce qui concerne la lutte contre la fraude dont on a parlé. Nous, on a coutume de dire que mon accompagnateur Rénov sera vraiment le maillon fort ou le maillon faible, finalement, de cette réforme, parce que c'est par lui que passent les étapes cruciales, justement, de validation ou pas du dossier d'instruction de prime. Donc moi, j'ai le sentiment que l'ANA, et avec les moyens dont elle dispose, va beaucoup s'appuyer sur l'accompagnateur Rénov, qu'elle aura
agréé préalablement, et qu'une responsabilité forte repose sur l'accompagnateur, peut-être trop forte finalement au regard des discussions qu'on a eues. Est-ce qu'à un moment il ne va pas glisser un petit peu vers de la maîtrise d'œuvre sans en avoir forcément toujours les compétences et les assurances, et puis ce sera aussi l'accompagnateur Rénov qui sera le garant de la bonne réalisation des travaux, en tout du moins de leur présence à la fin. Donc j'imagine que c'est comme ça que l'ANA va s'organiser. Prochaine question. Je peux peut-être quand même donner un élément d'éclairage. Effectivement, il ne faut pas mélanger le rôle de délégataire du rôle de mandataire. Effectivement, un certain nombre de délégataires s'étaient positionnés et sont toujours positionnés d'ailleurs en tant que mandataires. Ce que je souhaitais mentionner ici, c'est le fait que dans le projet de loi de finances, nous avons glissé une disposition donc qui est votée par les députés et les sénateurs qui vise à permettre de renforcer l'encadrement des mandataires financiers. Et donc à ce titre, dans les semaines prochaines, dans les semaines qui viennent, nous allons poursuivre en fait ce travail d'encadrement des mandataires pour effectivement essayer de donner davantage de garanties aux ménages. Le rôle du mandataire a vocation, le but c'est pas d'interdire le rôle du mandataire, simplement de venir l'encadrer de manière plus stricte. Et donc ce rôle pourra continuer, et donc ce rôle continuera d'exister comme il existe aujourd'hui. Ensuite, pour ce qui est effectivement du conseil, le choix qui a été fait, c'est effectivement de déployer le dispositif Mon accompagnateur Rénov, et j'espère il sera un maillon fort. Et donc avec tous les différents points qu'on a pu évoquer, en tout cas c'est bien lui qui doit se charger de faire le conseil auprès du ménage. Et comme je l'évoquais, il a vocation aussi, de mon point de vue, à améliorer la qualité du dialogue entre l'artisan et le ménage pour faciliter en fait la compréhension mutuelle sur la base finalement d'un langage commun, et l'accompagnateur Rénov facilitera cela. Donc nous avons une autre question de Jonathan sur les écrêtements. Pourquoi empêcher les collectivités de pouvoir cofinancer ? Je ne sais pas qui est le Jonathan, mais je crois savoir qui est le Jonathan. Il n'y a pas de volonté d'empêcher de cofinancement des collectivités territoriales. Alors, pour expliquer peut-être pour tout un chacun, parce que il faut avoir la matrice, le tableau à double entrée pour comprendre le commentaire. Comme toute aide publique, il y a un principe d'écrêtement des aides publiques qui est posé, de sorte que on doit s'assurer que le ménage ne touche pas plus d'argent que, par exemple, le montant des factures. Donc pour ce qui est des ménages très modestes, il y a un écrêtement à 100%. Pour ce qui est des ménages modestes, il y a un écrêtement à 80%. Autrement dit, la somme de toutes les aides publiques ne peut pas dépasser 80% de la somme des factures. Et effectivement, il y a un choix qui a été fait, qui est de mettre un barème dégressif vers les ménages intermédiaires et supérieurs. Et je pense que c'est un sujet qu'on réouvrira très tôt dans l'année 2024. On regardera de manière très détaillée avec les collectivités territoriales pour s'assurer qu'effectivement les aides des collectivités territoriales ne viennent pas en déduction des aides de l'État ou ne viennent pas effectivement sur des niches seulement, mais qu'elles puissent compléter les aides nationales. Aucune décision n'a été prise à ce stade, mais en tout cas on instruira le dossier dès qu'on aura passé la vague de cette fin d'année, et on s'attellera à ce dossier rapidement. Prochaine question. Alors, une autre question de Victor. La combinaison de travaux poêle à granulés et isolation sera-t-il possible dans le parcours de décarbonation ? Alors, le dispositif d'aide, comme je l'ai évoqué, prévoit pour la rénovation par geste un certain nombre de changements par rapport à 2023. Donc dans ces changements, il y en a plusieurs. Il y a un premier changement, c'est que les ménages supérieurs ne seront plus éligibles. Deuxième changement, ça a été évoqué, il y a une obligation de diagnostic de performance énergétique en amont des travaux. Troisième changement, il y a une période pédagogique qui est mise en place pour que les maisons individuelles en F et en G puissent bénéficier de ce parcours jusqu'au 1er juillet. Au-delà, elles seront effectivement exclues. Et il y a ensuite une obligation dans ce dispositif pour les maisons individuelles de faire un changement de vecteur de chauffage. Donc dans la mesure où le poêle à granulés en serait un, ces travaux-là sont donc éligibles. Et une fois ces travaux, dans le cadre de ce travaux-là, on peut effectivement compléter par un geste d'isolation. Et donc le bouquet de travaux qui est proposé avec les conditions que j'ai mentionnées là semble a priori possible. Ensuite, il faut regarder effectivement la situation détaillée du ménage, la situation détaillée du logement.
Oui, alors nous avons une autre question. Quand les textes MaPrimeRénov' seront-ils connus des acteurs ? Alors les textes sont pour l'essentiel soit déjà parus, soit en voie de finalisation. La publication, il y a donc différentes... bien entendu, les textes ne sont pas juste publiés, on a des procédures effectivement à suivre. Et donc dans les procédures, on doit notamment passer devant ce qu'on appelle le CNH, donc la Commission nationale de l'habitat, qui est prévue, je crois, la semaine prochaine. Donc en sortie de CNH, on recueillera l'avis du CNH. Il est important de recevoir l'avis des comités consultatifs. Et c'est à la suite de cette consultation que les derniers textes pourront être publiés. Sur ces textes, Pascal, vous avez beaucoup de questions de la part des adhérents ? Alors, on a fait des contributions, de toute manière, en côté FFB. Je pense que les organisations professionnelles, au sens large du terme, ont fait des contributions, des propositions pour arriver à trouver une sortie qui corresponde, en fait, au maximum aux attentes, en tout cas, des entreprises et des artisans. Ça avait été annoncé, parce que là, je reparle sur tout ce qui est poêle à bois, avec la baisse des forfaits de 30%. C'était quelque chose qui était dans les tuyaux, parce que moi, personnellement, je l'ai découvert comme ça, un peu surprise. Nous aussi. Je confirme, c'était pas dans les tuyaux, ouais. Et on pourrait avoir d'autres surprises. On sait qu'en conseil d'administration de l'ANA, la semaine dernière, ont été présentés la liste, en effet, des travaux qui sont éligibles. En revanche, les forfaits, donc les niveaux de soutien financier n'ont pas été présentés. Donc, en CNH, a priori, il me semble que c'est le 18 décembre. On devrait avoir plus de visibilité, mais c'est extrêmement tard, finalement, pour l'ensemble des acteurs que nous représentons. Et il y avait une question tout à l'heure sur l'isolation. Enfin, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de soutien, il n'y avait plus de soutien sur l'isolation des combles, par exemple, côté MPR. Est-ce que ça va revenir l'an prochain ? Pour le moment, on ne sait pas répondre. Et donc, ça crée aussi... oui, des questionnements de la part de nos bénéficiaires, de la part de nos partenaires installateurs, et on est dans l'obligation de leur dire encore une semaine. Donc, c'est pas très facile. Ouais. Gérard Seigneur, vous voulez... Oui, ça va dans le sens que je disais tout à l'heure, de donner de la visibilité aux entreprises, c'est nécessaire. Sur le gaz, c'est encore une source. Enfin, en tant qu'architecte, moi, je prescris encore du gaz parce que c'est la bonne solution pour le bon bâtiment ou à l'endroit où il se trouve. Échanger constamment les aides et la politique en la matière, là c'est le bois, ça a été le gaz et demain ça sera autre chose, pour flécher uniquement sur la pompe à chaleur, en tant que professionnel, on s'aperçoit bien. Ce que disait Gaël Parrin juste avant, on est multi-énergie, on est intelligent, on réfléchit, c'est le travail que doit faire la compagnie InterRénov' ou le maître d'œuvre ou l'architecte, justement en ayant une vision globale. Ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que comme on va intervenir à l'intérieur des logements, il faut peut-être s'intéresser aussi à l'adaptabilité. Ça, c'est un élément important aussi, parce qu'on ne va pas revenir, sinon on va revenir dans 20 ans, 30 ans, pas avant. Alors que c'est le moment de se poser les problèmes. Pour certains ménages, bien entendu, on ne va pas mettre en adaptabilité toutes les maisons qu'on va rénover, mais c'est le moment de le faire. Pascal Housset, sur ces questions d'adaptation. Oui, donc je rebondis sur le propos de Gérard concernant déjà le gaz. Il faut savoir qu'à fin novembre, nous n'avions toujours pas d'informations sur le taux de TVA à partir du 1er janvier. Il a fallu qu'on intervienne auprès de Bercy, effectivement, pour questionner avec Coenov, afin de savoir quelle sauce on allait manger. Donc finalement, on a un report là aussi de cette TVA à 5,5 qui perdure jusqu'à octobre 2024. Donc on verra pour le prochain projet de loi de finances 2025 ce qu'il en sera. Mais voilà, effectivement, on a vraiment besoin d'avoir de la stabilité dans les annonces et dans le fonctionnement, puisqu'il faut savoir que chaque fois qu'il y a des changements, la machine, elle est compliquée derrière à la fois de faire toute la pédagogie auprès des professionnels et auprès des particuliers également, même si ça doit aller dans le bon sens. Et puis pour ma prime adapt également, qui va être gérée, on l'a bien compris, par l'ANA. Donc là aussi, interrogation, est-ce que l'ANA, dans sa capacité à gérer l'ensemble de ces dossiers, aura aussi cette capacité de gérer dans des délais convenus et raisonnables les dossiers qui seront prime adapt, parce que c'est un projet qui est ambitieux aussi pour nos professionnels, pour l'ensemble de la filière, et il y a fort à faire aussi dans ce domaine-là.
On arrive malheureusement à la fin de cette table ronde. Je voulais vous remercier d'avoir été présents. On a essayé de balayer un petit peu tous les sujets. Je pense qu'il y a encore beaucoup de questions qui ont été posées. Alors le replay est disponible très bientôt pour cette émission. Je vous remercie d'avoir été présents et à bientôt.